Ma réponse, elle est très claire, elle est très simple. On a des soldats israéliens qui n'ont pas les honneurs de la télévision, qui n'ont pas les flashs ni les likes, et qui mettent leur vie en péril pour protéger Israël, le peuple juif et plus largement la civilisation. C'est la moindre des choses. C'est la seule chose que je me dis. Le risque que j'encours, il est infiniment inférieur à celui qu'encourent tous les soldats israéliens qui sont malheureusement tombés ou qui, encore aujourd'hui, mettent leur vie en danger. Inlassable défendeur d'Israël, il est sur tous les fronts médiatiques et encore plus depuis le 7 octobre, toujours prêt à dénoncer les mensonges, à répondre aux attaques et à rétablir la vérité. Il est de passage à Jérusalem et il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Simon Mons, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Jérusalem. Alors, c'est pas exactement des vacances, parce que on va voir, vous travaillez aussi un peu, on va dire, parce que vous faites quelques conférences. Et on est très heureux de vous recevoir, parce que bien sûr, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et justement, on va parler de ce que vous faites depuis longtemps, mais encore plus depuis le 7 octobre. Et la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comme ça la voix de celui qui défend Israël ? Ce qui m'a poussé, je pense qu'il faut remonter à mes études quand je suis parti à Londres pour faire mes études. Là-bas, j'étais vraiment frappé par la virulence, la violence des campagnes du mouvement de boycott BDS. Et je me suis dit qu'il fallait arrêter de répondre aux accusations infâmes de génocide, d'apartheid, de colonisation par la tech et le hummus, parce que globalement c'était un peu ça, en fait, l'atmosphère des associations israéliennes de l'époque. On va convaincre les gens de notre humanité en parlant de tech et de hummus, et je me suis dit non, il faut prendre le sujet à bras-le-corps, lever la tête, ne jamais baisser la tête, toujours être fier, et confronter argument par argument, point par point, toutes les accusations, les mensonges, de manière frontale, et d'inverser finalement l'accusation. Toujours d'inverser l'accusation, parce que la défensive, bon, a son mérite, mais l'offensive est plus juste. Alors aujourd'hui, justement, est-ce que vous répondez justement à ce qui est dit, ou vous êtes plus justement sur l'offensive en essayant de démontrer ce qu'on dit, c'est des mensonges, c'est que des fake news, en fait? Un peu des deux, en fait, les deux vont de pair, parce que finalement, quand on regarde le lot d'accusations qui sont portées contre les Juifs, contre Israël, et de manière générale contre l'Occident, souvent les accusations sont des aveux de culpabilité de ceux qui les profèrent. C'est pour ça que finalement, la défensive consiste à l'offensive. Tout simplement parce que quelqu'un qui vous accuse d'apartheid en Israël, qu'on a l'Algérie qui accuse Israël de tous les crimes possibles et imaginables. Israël, c'est la seule démocratie libre du Moyen-Orient. C'est le seul pays où un arabe peut sortir dans la rue, insulter le gouvernement, insulter Benjamin Netanyahou et ne pas risquer la prison, voire la potence. Et c'est-à-dire que quand on attaque, en fait, en général, quand on accuse, on traîne Israël dans la calomnie, dans la boue, eh bien, ceux qui profèrent ces accusations, en général, sont eux-mêmes issus de pays ou soutiennent des pays, des régimes qui sont précisément l'incarnation de toutes leurs accusations. Et donc, en fait, finalement, quand on défend Israël, eh bien, il est assez aisé d'être dans l'attaque, puisque on rappelle à ceux, à nos détracteurs, à nos contempteurs, finalement, on leur rappelle qui ils sont eux. Et quel est le problème, en fait? C'est que Israël gêne un peu toutes ces nations. Comment vous expliquez que Israël soit tellement sur la sellette? L'encre a largement coulé sur cette question depuis des décennies, mais plus largement, si on parle de juifs, depuis des siècles. Je pense spécifiquement Israël gêne déjà le monde arabe et plus largement le monde musulman pour une raison simple, c'est que Israël est un pied de nez, l'histoire d'Israël, le fait que le juif, le yahoud, ait retrouvé sa souveraineté sur sa terre indigène qui a été colonisée, conquise par des empires, notamment les Arabes, eh bien je pense que ce fait qu'une conquête arabe puisse être réversible, et conceptuellement parlant, dans
la mentalité islamique quelque chose d'inacceptable, parce que l'islam, dans le monde musulman, c'est le dernier sceau de la révélation monothéiste. Et elle se traduit, elle se prouve, elle se justifie comment ? Par la conquête. Les Juifs sont l'un des rares peuples, sinon le seul peuple, à avoir, à ce jour, restauré sa souveraineté sur les conquêtes arabes. Les Druzes, les Kurdes, les Kabyles, eux, n'ont pas eu encore cette chance. Et c'est vrai que finalement, cette épine dans le pied du monde arabe est au-delà de la question arabe et de la question de la fierté arabe. D'un point de vue conceptuel et religieux, elle est quasiment inacceptable et elle est contradictoire avec la promesse finalement du Coran. Et donc, de ce point de vue-là, Israël est tous les jours, au quotidien, un affront. Mais c'est un affront qu'ils devront bien accepter. Alors, la question qui se pose aussi, c'est de savoir comment vous choisissez les messages et ce que vous voulez faire passer. Est-ce que vous réagissez ou est-ce qu'il y a des fois des moments où vous dites je vais mettre en avant certains messages, certains sujets ? C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu des deux. Quand l'actualité est brûlante, comme ce matin, on apprend que les Druzes dans la ville de Soweïda en Syrie ont été presque pogromisés par le régime syrien, qui est quand même un régime issu d'Al-Qaïda, rappelons-le. Les dépêches françaises, en fait, s'intéressent plus aux bombardements de protection pour les Druzes israéliens qu'aux exactions perpétrées par les djihadistes et le pseudo-régime qui était censé finalement incarner la stabilité retrouvée de la Syrie. Ça, par exemple, c'est une actualité à laquelle il faut répondre, à laquelle on doit répondre, surtout quand on voit des députés comme l'eurodéputée Nathalie Loiseau qui s'étonnait ce matin de la réaction d'Israël et qui posée de manière assez benoîte, assez naïve. Mais pourquoi cet acharnement ? Peut-être parce qu'il y a des minorités druzes qui se font persécuter, des chers qui ont la moustache rasée, qui, je rappelle, est une humiliation absolue dans la communauté druze. Non, mais c'est toujours Israël, on loge Israël à une enseigne différente des autres. Donc évidemment, il y a des réactions à l'actualité. Il y a aussi parfois des questions de fond. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur Rima Hassan, le mythe de la réfugiée palestinienne. Une vidéo qui a fait 4 millions de vues sur Twitter. Cette vidéo, elle ne portait pas spécifiquement sur Rima Hassan, elle portait surtout sur tout le récit victimaire, la mythologie du récit arabe-palestinien et à quel point, en fait, elle en est la parfaite illustration. Et ça, c'était un sujet de fond, et j'en fais d'autres, sur le génocide, l'accusation de génocide, l'apartheid, les consorts. Alors justement, on va parler aussi de ces réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, bien entendu, très importants et sur lesquels il se passe beaucoup de choses. Est-ce que vous arrivez... Visiblement oui, puisque lorsque vous faites 4 millions de vues, je suppose que c'est pas que la communauté juive. À moins qu'on soit 4 millions de juifs en France. C'est ça. Donc, vous arrivez donc à arriver donc à un autre public que la communauté juive quand même. Et est-ce que vous arrivez aussi à changer d'avis de ces personnes-là ? Vous savez, il y a 2 types de messages que je reçois qui sont parmi les messages qui me font le plus plaisir et qui m'émeuvent le plus. La première catégorie de messages, ce sont des soldats israéliens à Gaza qui me disent « Nous sommes à Gaza et on regarde le débat que tu as fait sur telle ou telle chaîne. » Ça, évidemment, pour moi, c'est juste lunaire et en même temps tellement beau et tellement, flatteur et on me dit « Tu nous donnes de la force. » Alors que c'est eux qui nous protègent. C'est eux qui protègent Israël et plus largement la civilisation. Et le deuxième type de message que je reçois, qui donne du sens à ma passion, à mon travail, ce sont des messages de jeunes, moins jeunes. Bonjour Simon, j'ai grandi dans une famille musulmane, très pro-palestinienne. Pour moi, on ne parlait pas à la maison d'Israël, mais de l'entité sioniste. J'ai découvert ton débat face sur le crayon, j'ai découvert ta confrontation avec Dominique de Villepin, j'ai découvert ta confrontation avec Rima Hassan, et clairement, derrière les mensonges auxquels on a été biberonnés,
eh bien en fait tu réussis à nous faire changer d'avis. Et ça, c'est pour moi le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est le témoignage de ces gens-là, de ces gens, et ils sont nombreux, et de plus en plus d'ailleurs, des chrétiens, des musulmans, des Français autochtones, des Français issus de l'immigration qui me disent, franchement... Vous arrivez à faire ouvrir les yeux justement à cette population qui est aveuglée souvent par des messages qu'on entend souvent, et souvent des mêmes partis. Vous arrivez à faire changer d'avis, en fait, cette population? Un certain nombre. Ouais. Vous savez, la communication, c'est trois cercles. Il y a ceux qui sont convaincus d'un côté, ceux qui sont convaincus de l'autre, et au milieu, il y a le centre mou qui, en fait, est perméable à ces émotions, à ces images horribles de Gaza. Et c'est vrai que quand on apporte un discours structuré, percutant, offensif, et qu'on n'est pas dans la dimension victimaire, et qu'on ne hurle pas à l'antisémitisme à chaque accusation, mais plutôt à l'inverse, on essaye d'apporter une contre-attaque structurée, argumentée, et bien là ça convainc, ça plaît aux gens, et ça les convainc surtout. Alors justement, c'est une question qu'on se pose aussi, particulièrement en Israël, en voyant ce qui se passe. C'est vrai que lorsqu'on entend, et lorsqu'on entend certains partis, LFI, etc., on comprend que c'est Israël, et on dirait que c'est le sujet, c'est le centre du monde. Mais est-ce que vraiment aujourd'hui, dans la société israélienne, la société française, est-ce que c'est un sujet qui est aussi tellement important? C'est-à-dire, on va dire pour un Français de base, est-ce que ce qui se passe à Gaza, c'est quelque chose qui l'intéresse tellement, ou c'est un sujet comme un autre, et voilà? Non, je pense que le Français moyen se fout un peu, excusez mon langage, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, et c'est tout à fait normal. Je veux dire, on a déjà suffisamment de problèmes en France, et il y a en effet par contre une obsession médiatique, et une obsession qui est aussi portée par une partie importante de la communauté française issue de l'immigration arabo-musulmane, qui évidemment voit en Israël le mal absolu. C'est le roi Hassan II, le roi du Maroc, qui disait Israël, la Palestine, ce sont l'aphrodisiaque du monde arabe. Et évidemment, quand en France, aujourd'hui, on a 25% des moins de 30 ans qui fêtent le ramadan en France, eh bien, une partie de ce monde arabe existe aujourd'hui en France, et on doit composer malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, avec, et on doit, et forcément, la question israélienne, la question de la Palestine, eh bien, devient un sujet national, parce qu'une partie de la nation fait partie de cet ensemble culturel. Et c'est la stratégie, en fait, qu'aujourd'hui, la France insoumise a décidé de prendre, justement, de mettre en avant ce sujet pour son électorat? Bien sûr. C'est une stratégie qui est payante et qui va payer. La trajectoire démographique de leur électorat est la trajectoire la plus dynamique de toute la France. Il est fort à parier que leur électorat ne cesse de grossir dans les années à venir, et ils ont tout à fait compris qu'il ne servait à rien de défendre la France, de défendre la République, et que leur objectif à eux, c'était le pouvoir, ou à défaut de prendre le pouvoir, eh bien de finalement obtenir le pouvoir par le chaos. À défaut de l'obtenir par les urnes. Et donc, évidemment, ils peuvent s'appuyer sur cette partie de la population. Évidemment, quand on parle de population, il ne faut jamais généraliser, parce que dans toute population, il y a soit une majorité, soit une minorité de modérés, mais le nombre compte aussi, et que lorsqu'on a une idée radicale et qu'on la multiplie par un nombre conséquent, eh bien là, on est sur un fait de société. Un fait de société qui se traduit par une politique et par des intérêts politiques, et la France insoumise l'a tout à fait compris, se l'approprie et va continuer de l'exploiter. Il n'a aucune raison stratégique, le parti de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et consorts, ils n'ont aucune raison stratégique de s'en éloigner. Et c'est pour ça que tous ceux qui autour de moi me disent non mais Rima Hassan c'est fini, ils sont allés trop loin, etc., n'ont pas compris une chose, c'est que ce n'est que le début. Je veux dire, c'est un parti qui a une perspective de croissance très très prometteuse. Vous avez compris pour qui Rima Hassan travaillait? Alors elle travaille pas pour la France, ça c'est sûr.
D'ailleurs, elle n'a jamais remercié une seule fois la France de l'avoir accueillie. Elle parle de l'Algérie comme de la Mecque des libertés, mais bizarrement, quand il fallait se rendre dans un pays après avoir quitté la Syrie, il y avait 22 États arabes où elle aurait pu s'installer. Elle a trouvé la France, bizarrement. Puis, pourtant, quand elle parle de la France, eh bien, elle parle de la France comme finalement l'incarnation de tous les maux de l'Occident. Évidemment, à la deuxième place, après le grand méchant Satan Israël. Moi, voilà ce que je dirais sur la question pour qui travaille-t-elle, et plus largement pour qui travaillent tous ces gens qui ont fait de la détestation du juif, de la France et de l'Occident leur raison de vivre. Malheureusement, on n'a pas besoin d'être payé par qui que ce soit pour détester les juifs, pour détester la France et pour détester l'Occident. Malheureusement, on n'a pas besoin d'être payé ou d'être au service de qui que ce soit pour en fait trouver des intérêts médiatiques dans le mensonge, dans la diffamation et dans la calomnie. Donc ces gens-là en fait trouvent suffisamment leur compte dans les millions de vues, dans leur salaire de député, dans la notoriété, les scènes presque pseudo-héroïques. Elle était sur une croisière, elle a voulu être enfermée plus longtemps qu'elle ne le devait pour justement s'ériger en martyr, en héroïne, alors qu'on a Boualem Sansal et d'autres Français qui sont actuellement dans les geôles iraniennes et dans les geôles algériennes, et évidemment qui ne sont pas... qui eux n'ont pas le choix d'ailleurs de rentrer chez eux et qui ne sont pas érigés en martyrs. Tout ça c'est une arnaque en fait, tout ça c'est une énorme arnaque, tout le monde le sait, on le sait, ils savent qu'on le sait, et ça n'empêche pas voilà, ce cirque de continuer. Ouais. Alors, il y a autre chose, on va profiter que vous soyez à Jérusalem pour que vous essayiez peut-être de nous expliquer ce qui se passe, et de nous faire comprendre un peu quelle est la politique du président Macron. Alors la politique du président Macron, elle est la suivante. Non, je rigole, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous donner de réponse parce que par définition, Emmanuel Macron est quelqu'un d'insondable, mais pas dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que il n'a de conviction que lui-même. C'est-à-dire que si je vous pose la question aujourd'hui, on va bientôt, à la fin de son mandat, on sera à 10 ans de présidence Macron, si on se demande quelle est la grande réforme, quel est le grand chantier d'Emmanuel Macron, on est incapable de pouvoir y répondre parce que il n'a fait que de la gestion, que de la mesurette, et aujourd'hui que le Parlement ne lui est plus acquis et qu'il n'a comme domaine réservé que la politique étrangère, il a compris que en n'ayant rien fait sur le plan national, il faut qu'il marque son mandat d'une décision historique. Alors, on nous parle de la reconnaissance d'un État palestinien qui reviendrait à reconnaître un État islamique, un État djihadiste. Il le fait parce que ça sonne bien. Il le fait parce qu'il pourra se dire... Il n'y a pas de stratégie derrière tout ça, vous pensez? Ah non, enfin... Franchement, s'il y a une stratégie, elle est, comment dire, c'est une stratégie de l'énergie intermittente, c'est-à-dire que elle est pas très stable comme stratégie puisqu'il change d'avis à peu près tous les jours. Je vous rappelle que le 24 octobre, il était venu en Israël, en 24 octobre 2023, il vient en Israël pour dire nous allons faire une coalition contre le Hamas. Le 9, je crois que c'était le 9 novembre, donc un peu plus de 10 jours, 2 semaines après, il appelait à un cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'il aura soutenu un pays en guerre 2 semaines. Donc voilà le président de la République, voilà Emmanuel Macron. Moi je pense qu'Emmanuel Macron est un président qui n'a comme seule boussole que lui-même. Il s'aime beaucoup et malheureusement pour nous, puisque c'est le président de notre peuple français, eh bien il nous mène finalement il fait du mal à la France droit dans le mur. Ah bah déjà il fait du mal à la France dans la mesure où il a fait venir plus d'immigrés que dans toute l'histoire de la France, de toute l'histoire des chefs d'État, république et monarchie confondues. Il a fait venir un peu plus de 2,5 millions d'immigrés légaux. 2,5 millions. On ne parle même pas des clandestins. Alors qu'il est arrivé en 2017,
que la situation migratoire en France était déjà hors de contrôle et qu'il fallait déjà à ce moment-là réduire le nombre d'immigrés et augmenter le nombre d'expulsions du territoire français, eh bien, il est arrivé en disant « je ferai tout pour que Marine Le Pen n'arrive pas au second tour en 2022 ». Il a fait quoi à cet effet? Eh bien, il a fait venir plus d'immigrés que n'importe quel autre président dans toute l'histoire de la France, que n'importe quel autre chef d'État, encore une fois, monarchie et république confondues, dans la longue histoire millénaire de la France. Et ça risque encore de grandir ce nombre, puisqu'il y a un tribunal français qui a accordé, il y a très peu de temps, un statut de réfugié à 2 Palestiniens, je crois, de Gaza. Est-ce que c'est une décision dangereuse, d'après vous? Ben bien sûr. Aujourd'hui, en France, on doit expulser, on ne doit plus accueillir. Aujourd'hui, on est dans une situation où le ballon qu'on a gonflé d'eau, eh bien, augmente. On a une fissure, on a un trou, on a une fuite, et en fait, ça va finir par exploser. Alors, on parle là simplement d'immigrés, mais quand on parle des Gazaouis, on ne parle pas de n'importe quel immigré. On parle d'une population qui a été biberonnée à la haine anti-juive, qui a été biberonnée à la culture du djihad, qui a été biberonnée par le Hamas, où les enfants sont envoyés dans des camps qui sont l'équivalent, dans des colonies qui sont l'équivalent des jeunesses hitlériennes. Et c'est cette population-là que des juges français jugent judicieux d'accueillir en France. C'est-à-dire qu'on est déjà, la situation est tellement déjà grave en France et on vit aujourd'hui une crise existentielle d'identité, culture. L'économie, n'en parlons pas, mais aujourd'hui, je pense que la crise existentielle et identitaire nationale a largement dépassé même les considérations économiques en France. Et qu'est-ce qu'on va faire alors qu'on doit expulser massivement? On va potentiellement, on ouvre une brèche qui pourrait demain se retourner, se traduire comme ce qu'on a fait avec les Syriens, à savoir accueillir en masse, alors que, je le rappelle, aucun État arabe n'a accueilli de réfugiés palestiniens. Et forcément, c'est la France qui, grande humaniste, grande universaliste, va encore souffrir et imposer à son peuple de subir ce qu'on peut qualifier d'invasion ou d'immigration forcée. Alors je voudrais qu'on parle aussi un peu d'Israël et de ce qu'Israël fait justement dans ce qu'on appelle la Hasbara, ou ce qu'elle ne fait pas suffisamment. Est-ce que vous avez l'impression des fois qu'Israël ne fait pas assez d'efforts pour expliquer sa position à l'international ? Oui et non. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier qu'Israël est né sur une promesse. Et cette promesse, c'était que les Juifs, la sécurité des Juifs, ne devait plus dépendre de notre quotient sympathie auprès des autres. Et donc, c'est la fameuse phrase de Golda Meir, « Nous préférons vos condamnations à vos condoléances ». La seule chose, c'est que ça a une limite, cette mentalité, puisque tout pays a besoin d'alliés, surtout un pays qui est aussi haï qu'Israël. Tout pays a besoin d'alliés. Aujourd'hui, on a l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Israël qui est remis en cause. C'est un échec. C'est un échec parce que si il est mis en cause jusqu'au bout et s'il est supprimé, cet accord de libre-échange, eh bien, c'est un accord qui quand même correspond à 30% des exportations israéliennes. Donc, on est là vraiment non plus dans les bonnes intentions ni dans les idées, mais dans la stratégie vitale économique du pays. Israël a quand même fait des efforts depuis le 7 octobre et même avant pour parler aux autres. Je trouve, à mon sens, qu'il y a encore une très grande marge d'amélioration. Mais on peut saluer quelques épisodes très réussis, typiquement la croisière du djihad sur laquelle, en fait, avaient pris quelques vacances Rima Hassan, Greta Thunberg et les autres, où on les accueillait avec des sandwichs. Ça, c'était magnifique, parce que finalement, elle a complètement raté son coup de com'. Elle voulait absolument Même si on a dit qu'il y avait des clous dans les sandwichs. Mais sans doute. Et puis, il y a quand même une question aussi qui se pose sur certaines prises de position d'Israéliens de gauche, ou des médias israéliens de gauche, je pense au journal Haaretz plus particulièrement. Est-ce qu'elles mettent en difficulté ce que vous faites, ou elles mettent en difficulté votre combat ? On est un peuple démocratique. Le peuple juif est un peuple démocratique, et dans un peuple démocratique et libre, toutes les opinions ont droit de citer, et je milite déjà en France pour arrêter la censure, pour arrêter les atteintes à la liberté d'expression. Alors, après, sur le fond, est-ce qu'elle
aide la réputation d'Israël et surtout la vérité du combat que mène Israël. Absolument pas. Il y a un jeu en fait assez pervers qui s'est créé entre le journal Haaretz et le reste des mouvements de gauche occidentaux. C'est finalement la stratégie du juif utile. C'est-à-dire que j'utilise Haaretz, si Haaretz le dit, c'est l'argument d'autorité. C'est un peu comme quand on va citer des experts de la Shoah qui finalement disent qu'Israël commet un génocide. Il est juif, il est expert de la Shoah, donc sa parole, on peut pas me taxer de quelque malveillance à l'égard du peuple juif que ce soit. Donc Haaretz joue ce jeu, ça je le regrette sur le fond. Évidemment, moi je ne suis absolument pas pour la censure et je m'oppose à toute forme d'atteinte à la liberté d'expression. On va terminer par deux petites questions personnelles, mais pas trop non plus quand même. Vous vous exposez beaucoup, je suppose que vous avez reçu des menaces, je suppose aussi. Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer ? C'est une question qu'on me demande souvent, mais t'as pas peur de te faire agresser dans la rue à Paris ? Moi, ma réponse, elle est très claire, elle est très simple. On a des soldats israéliens qui n'ont pas les honneurs de la télévision, qui n'ont pas les flashs ni les likes, et qui mettent leur vie en péril pour protéger Israël, le peuple juif et plus largement la civilisation. C'est la moindre des choses. C'est la seule chose que je me dis, c'est la moindre des choses. Le risque que j'encours, il est infiniment inférieur à celui qu'encourent, encore une fois, sans les honneurs, sans les hommages, sans les likes, tous les soldats israéliens qui sont malheureusement tombés ou qui, encore aujourd'hui, mettent leur vie en danger. Je pense à Valentin Eli Grenassia, qui était un abonné. Je me suis... au lendemain du 7 octobre, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé si dans mes abonnés, il y avait des gens qui étaient tombés ou qui ont été tués par le Hamas. Et je sais pas, on a tous dans la guerre, en fait, un nom, une ou deux personnes sur lesquelles notre attention se fixe. Et moi, c'est Eli Grenassia. Et c'est vrai que, juste pour honorer son sacrifice et son héroïsme, qui existe parmi tant d'autres héroïsmes et tant d'autres sacrifices, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. On ne doit pas baisser la tête. Et moi, c'est le message que je porte en France, en Israël, que ce soit aux Juifs de France et même aux Français qui ne sont pas Juifs de manière générale. On ne baisse plus la tête, on se lève et on se bat. Et dernière question, Simon Mauss, dans 5 ans, il sera où ? Ah bah ça, je reviendrai dans 5 ans pour vous le dire à votre micro, cher Olivier. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Simon, d'être venu nous voir. Merci à vous. Et continuez. Merci.